Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à l'innovation en Corse. Aujourd'hui, nous serons en extérieur. Comment l'innovation transforme le travail sur le végétal depuis la sélection des plantes jusqu'à l'aménagement de nos espaces extérieurs. Pour en parler, François Brunetti, fondateur de Delta J. Bonjour François. Bonjour. Et Nicolas Boyer de Nirvana Nature. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, j'aimerais vous entendre sur la vocation de Delta J et de Nirvana Nature. On commence peut-être avec vous, François. Quel était le besoin ou le constat de départ qui a donné naissance à Delta J? Le constat de départ, c'est tout simplement que nous travaillons avec des entreprises depuis des années. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque dans les entreprises. Et c'est de là qu'est venue l'idée de développer des outils numériques à destination de ce qu'on appelle les obtenteurs, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans la création variétale de plantes cultivées. D'accord. Et comment décririez-vous votre approche du végétal, de sa sélection à son adaptation? Aujourd'hui, disons, c'est pas nous qui décidons quelle adaptation il faut faire, ce sont plutôt les semenciers qui cherchent à adapter leurs plantes aux défis du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc, il faut créer de nouvelles variétés et c'est eux qui vont décider quelle variété ils vont créer et nous, on va les aider à optimiser leur processus de création variétale. Vous pouvez nous expliquer cette chaîne de production? Vous intervenez à quel moment et comment elle évolue? Alors nous, on intervient au tout début, avant même que les plantes soient créées. C'est-à-dire qu'au moment où un obtenteur veut créer une nouvelle variété, il va se poser des questions. Quelles sont les variétés qui vont me servir de base pour créer cette nouvelle variété? Comment je vais faire? Dans quel endroit je vais le planter? Etc., etc. Et nous, on va intervenir juste en avant en faisant des calculs, tout simplement. Parce que on connaît l'ADN des plantes et c'est à partir de cet ADN des plantes que nous, on va pouvoir aider on est plus du conseil, hein, que c'est eux qui décident à la fin, pour savoir quelles sont les variétés idéales qu'ils utilisent de départ pour créer la variété finale qu'ils cherchent. Pour vous donner un exemple, hein, un exemple simple, supposons que nous ayons une tomate qui soit aujourd'hui une maladie sur la tomate, hein, qui est très connue, hein, qui s'appelle le TOB vert, qui c'est une maladie du fruit de la tomate. Et bien tout simplement, et bien ce qu'ils peuvent faire eux, par exemple, c'est trouver une toute petite tomate qui est peut-être même pas comestible, qui naturellement résiste à à cette maladie. Et ce qu'ils vont faire, ils vont sélectionner les meilleures plantes qu'ils vont croiser et sur 3, 4, 5 générations, ils vont obtenir une plante tout simplement qui va devenir résistante. Exemple, vous avez une cœur de bœuf qui est sensible à une maladie, on va croiser cette cœur de bœuf avec une plante, une variété autre qui résiste, et au bout de quelques années, on va créer une cœur de bœuf qui est résistante à cette maladie. Merci François. Et pour Nirvana Nature, Nicolas, comment avez-vous conceptualisé votre projet? Nous, on est parti d'un constat un peu autre. On est des paysagistes à la base et on s'est rendu compte qu'on avait une clientèle qui était quand même très très élitiste et on avait envie de pouvoir offrir notre service de concepteur finalement à un plus grand large public, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'on a développé Nirvana Nature Online, qui est une plateforme de vente en ligne de jardins partout dans le monde en quelques clics, qui permet d'avoir un projet conceptualisé par de vrais designers, de vrais architectes paysagistes avec une vraie force de travail, une vraie qualité derrière, qui vous permet également de recevoir tout un accompagnement avec un guide de réalisation qui fait à peu près 30 pages, où on vous donne toutes les cotes, les mesures, les surfaces, les matériaux, les quantités, tout pour le faire vous-même, ce qu'on appelle du DAI aujourd'hui. Et on a une autre formule, on va rentrer des professionnels qui seront géolocalisés par rapport à votre région, si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, ou si vous ne vous sentez pas capable finalement, on va vous mettre en relation avec des prestataires de qualité que nous, on a sélectionnés pour la France. Ensuite, à l'international, on travaille aussi. On a des projets un petit peu partout. Et là, on n'a pas encore les prestataires de partout, évidemment. C'est en développement, mais on commence à vendre vraiment dans beaucoup de pays. Donc vous, vous êtes un intermédiaire entre le client et les prestataires, c'est ça? Exactement, on est complètement l'intermédiaire, un peu comme l'architecte hein, finalement, où on va se poser au milieu. Sauf que là, comme tout est digitalisé, tout est en ligne, on utilise des données satellitaires, etc., etc., on ne se déplace pas chez le client, ce qui nous permet de baisser les coûts et d'avoir des choses qui sont beaucoup plus abordables. Et avoir vraiment quelque chose de qualité, de pouvoir anticiper ses travaux, ou même si on a une maison en construction, de pouvoir l'anticiper également, de voir un petit peu ce que voir, c'est aussi prévenir, c'est guérir. Hein. Il faut vraiment anticiper les travaux. Et voilà, ça nous permet aussi de faire des sélections de plantes adaptées aux changements climatiques qui sont déjà en cours et à venir. Et ça nous permet également après aussi
voilà, de faire d'autres choses plutôt intéressantes, parce que là, on va bientôt proposer de nouveaux produits. Alors justement, quels nouveaux enjeux ou nouvelles attentes ont guidé vos innovations? Les attentes étaient celles des clients. On est beaucoup à l'écoute, en fait. On essaie d'écouter vraiment ce qu'ils nous disent, ce qu'ils aiment pas. Donc, on n'essaye pas d'avoir un produit technologique pour en avoir un et pour dire que c'est chouette. On essaye surtout d'écouter nos clients et de se dire de quoi ont-ils besoin et comment je mets de la technologie derrière pour que ça leur rende la chose accessible, en fait. Et c'est là où on a peut-être un petit peu inversé la réflexion. Et pour les enjeux de demain, oui, c'est de proposer un petit peu de formation. On s'est rendu compte que certains paysagistes aussi nous commandaient quand même souvent des plans. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas aussi peut-être essayer de les former, ça peut être sympa. Donc ça, c'est des projets qu'on a en cours dans nos têtes, qu'on est en train de mûrir un petit peu. Après, je suis pas tout seul, hein. J'ai des associés. J'ai un associé qui est concepteur paysagiste et un autre associé qui est CTO, donc qui lui s'occupe de vraiment de la partie informatique, de la partie un petit peu développement de programme, quel qu'il soit, parce qu'on est en train d'en développer ensemble. Et comment concrètement se décline l'innovation dans vos entreprises? Avez-vous des exemples précis sans révéler les secrets de fabrication, évidemment, François? Ah ben nous, tout ça, on va créer le chemin optimal pour partir des plantes de départ aux plantes d'arrivée, tout simplement. Donc c'est comme une sorte de GPS. On dirait une GPS pour les plantes, hein. Il faut savoir que pour créer une nouvelle variété, ça peut durer entre 5 et 12 ans. Aujourd'hui, je ne parle pas des arbres, hein. Parce que les arbres, on est sur 25 ans, quoi, 25-30 ans. Donc l'idée générale, c'est de guider l'obtenteur dans sa démarche de création variétale. Donc combien de générations il faut, combien de plantes par génération, quelles plantes faut-il croiser à chaque génération, etc., etc., etc. Et pour vous, Voilà. Nicolas? Bon, je dirais, il n'y a pas vraiment de recette particulière. On utilise, tout comme François, des outils technologiques. On va utiliser notamment de nouvelles technologies qu'on va rassembler pour avoir un produit plus rapidement, pour qu'il soit plus précis également. Parce que nous, par exemple, quand on a un concepteur qui travaille derrière, on a besoin d'avoir des documents. Bon, demander plein de documents à un client, ça peut être parfois un petit peu lourd. Donc, on va essayer de capter ces documents d'une autre manière par la technologie pour ne pas embêter le client, pour avoir toutes les données dont on a besoin, pour pouvoir faire un travail de qualité. En gros, c'est un petit peu ça. Alors non, faut avoir, hein, il faut savoir vite fait que ce que l'on fait nous, ça fonctionne sur du blé, sur du maïs, mais aussi sur des fleurs, hein. On a pas mal de clients en Hollande qui travaillent sur des fleurs, hein. D'accord. Et pouvez-vous me dire comment la Corse vous a inspiré? Vous a-t-elle inspiré dans une certaine mesure, François? Il faut savoir que nous, on n'a pas de clients en Corse, hein. Nos clients sont dans le monde entier. Donc en Corse, on a quelques contacts avec l'INRA, mais je dirais très à la marge. Voilà, donc la Corse, c'est tout simplement parce que moi j'habitais en Corse et tout, hein. Voilà. Autrement, pas de clients en Corse, c'est clair. Alors, sans parler des clients, c'est déjà bien d'habiter en Corse. Pour vous, Nicolas? Pour moi, pareil, en fait, hein, donc grandi ici, dans mon petit village à Granach, et j'avais une envie particulière, c'est que j'avais aussi trouvé que alors nous, on va reprendre du début. Nous, on a des clients en Corse pour le coup, mais c'est pas notre cible principale pour des raisons techniques et pratiques ou pratico-pratiques. Donc, on vend beaucoup, surtout sur le continent et à l'étranger, beaucoup en Italie notamment. Mais ensuite, pour tout ce qui est développement, je dirais, de cette île que je chéris tant, c'était de pouvoir aussi créer de l'emploi dans les villages, parce qu'on est un petit peu isolé dans les villages et on n'a pas toujours les moyens d'aller retourner en ville. Même pour les jeunes, parce que je me considère encore comme jeune, d'acheter finalement en centre-ville, ça peut être compliqué aujourd'hui. Donc souvent, on va aller plus vers le village ou des villages alentours pour pouvoir se loger. Et du coup, on se retrouve un petit peu isolé. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de proposer finalement à des partenaires de pouvoir travailler de chez eux avec une simple fibre Internet et de pouvoir travailler avec nous. Donc aujourd'hui, on a, par exemple sur la Corse, on a une quinzaine de collaborateurs qui sont dans des villages, qui font soit de la vente pour nous, qui font soit du développement pour nous et qui travaillent avec nous. Après, on en a une centaine à peu près dans le monde entier, parce qu'on en a jusqu'en Argentine hein, qui collaborent avec nous. Mais la Corse, c'est vraiment mon choix favori, choix de cœur, évidemment. Et j'ai eu des retours du coup, des gens qui travaillent avec nous, qui sont isolés dans quelques villages, mais qui ont cette connexion, et ça a pu leur générer des revenus aujourd'hui tout à fait sympathiques, avec une petite formation rapide, soit dans la vente, soit dans la conception. Voilà, donc si vous voulez postuler, surtout, contactez-nous. Et vous l'avez mentionné tous les deux, hein. Comment appréhendez-vous le changement climatique et ses conséquences qui sont déterminants dans vos activités, François? Oula, c'est complexe comme question, hein. Très complexe. Aujourd'hui, disons, je vais vous donner un exemple simple, hein. Aujourd'hui,
pour savoir, sont mises sur le marché 2500 variétés nouvelles par an en Europe. D'accord? Dans le monde, c'est plus de 10 000. D'accord? Ça vous donne une idée du besoin qui est aujourd'hui sur le marché de créer des nouvelles variétés qui vont être moins, qui vont consommer moins d'eau, qui vont être plus dans lesquelles on aura besoin de moins de pesticides, parce que donc c'est c'est complexe. Donc tout le monde sait qu'aujourd'hui il faut nourrir la planète et qu'on aura forcément besoin de toutes ces nouvelles variétés. Donc ça travaille très très fort dans tout ce genre de société. Mais les changements climatiques, comment ça sera demain, après-demain, je crois que malheureusement personne ne sait, quoi. Et pour vous, Nicolas? Nous, on s'y adapte fortement, évidemment. Donc, dans le choix des plantes, bien entendu, on va essayer de s'adapter un petit peu au sol, au nouveau climat qu'il peut y avoir un petit peu partout. Donc, on va changer notre sélection de plantes. On va faire conseiller nos clients pour qu'il y ait un arrosage beaucoup plus raisonné par différents moyens. Donc, je pourrais pas tout expliquer là tout de suite, qui sont des moyens professionnels ou pas. On va aussi insister sur la récupération d'eau de pluie. On va essayer de vraiment trouver tous les moyens. Et d'ailleurs, la demande du client en ce moment, nous, on se rend compte que c'est beaucoup du jardin éco-friendly où ils veulent laisser de la prairie, que ce soit vivant, qu'il y ait des abeilles, qu'il y ait des fleurs. Les jardins complètement aseptisés avec un olivier, trois graviers autour, ça ne marche plus. De toute façon, c'est pas forcément très joli non plus. Maintenant, on veut du jardin qui est vivant, on veut des plantes, on veut que ça vive, et on veut le faire de manière intelligente. On veut mettre des plantes qui sont adaptées et qui seront adaptées demain. Parce que quand on regarde les prévisions, évidemment qu'il va y avoir des changements, c'est une réalité. On a même fait des tables rondes avec des paysagistes sur le continent, avec des maires de certaines villes, parce qu'on travaille avec eux pour pouvoir anticiper tout ça, même au niveau des mairies, même au niveau des villes, et commencer à raisonner un petit peu différemment et éduquer un petit peu en ce sens, qu'on ne peut pas mettre des gazons partout, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que les nappes phréatiques, à un moment donné, vont finir par se vider de toute façon, et on va avoir des problèmes d'eau, donc quoi qu'il en soit. Donc il faut essayer de... Voilà. Il y a après une plante aussi, en plus, François en parlera sûrement bien mieux que moi, une plante s'éduque aussi dans le temps. On peut lui apprendre à moins boire. Voilà. Donc, toutes ne peuvent pas s'adapter à certains niveaux, mais on peut les éduquer un petit peu. Nous, on y arrive très bien. Quelle sera la prochaine étape pour Delta J et Nirvana Nature? François, pour Delta J. Ah, bah aujourd'hui, disons, on travaille sur un phénomène essentiellement sur ce qu'on appelle du back-cross, du rétrocroisement, peu importe. Ça, je dirais, c'est l'amélioration des plantes. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau système qui est beaucoup plus complexe, qu'on a ce qu'on appelle ça sur la sélection génomique. Donc là, c'est des domaines qui sont, disons, mathématiquement plus complexes à modéliser parce qu'il y a beaucoup plus de données à traiter. Voilà. Et pour vous, Nicolas? Nous, c'est continuer d'accroître notre développement à l'international, parce que c'est un peu la cible qu'on avait, et continuer à développer notre innovation qui est là sur la fin, qui devrait commencer à sortir. Bon, pour vulgariser, là, pareil, c'est des mathématiques, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on utilise différents modèles, on va dire, qui, une fois qu'on les a croisés, pourront donner des choses plutôt sympathiques. Et là, c'est une innovation mondiale, pour le coup. Mais voilà, à court terme, c'est plutôt continuer d'implanter à l'international, rentrer les professionnels paysagistes, rejoignez-nous. On est en train de monter une super communauté et ensuite de développer des outils donc pour tout ça. Et vous serez encore et toujours accompagné par Initia pour franchir ces nouveaux paliers? Nicolas? Oui, nous, on continue de se faire suivre par Init, qui est une oreille attentive à tous nos projets. Alors après, on y va pas, ça c'est notre choix. Mais en tout cas, ils sont toujours là à notre écoute et c'est plutôt agréable quand on est entrepreneur. Et pour vous, François? Oh bah, toujours exactement la même chose, hein. Il y a que Nicolas, on est tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Bon, après, on est des sociétés, donc tôt ou tard, il faut quand même s'émanciper, quoi. Oui, alors justement, pour conclure, auriez-vous un conseil pour les aspirants entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, François? Oh ben moi, j'ai le conseil de se faire aider par Init. Ça c'est évident. Après, à titre personnel, je crois que chaque société est tellement particulière que non, j'ai pas de conseil à donner à Nicolas ou à n'importe qui d'autre. Et Nicolas, pour vous? Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui a envie de monter une Oui. entreprise, c'est déjà d'y aller, de pas vouloir que tout soit parfait, sinon on n'y va jamais. D'essayer de penser au mieux aux choses, aux risques et calculer un petit peu tout ça, mais d'y aller surtout. Vaut mieux avancer, même si on avance un peu scabreux, que de rester assis et d'attendre. Voilà.
François Brunetti, Nicolas Boyer, merci de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro des podcasts de l'innovation by Initia. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les informations sur Initia et ses programmes d'accompagnement sont disponibles sur le site www.initia.corsica. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'innovation en Corse. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très vite.